Bonjour à tous les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui fait suite à cette première vidéo qui était nous avons besoin de vous pour réaliser le test de la Kia EV6 et donc nous avons réussi à créer un petit partenariat avec Kia Rouen. Alors quand je dis petit c'est pour être modeste hein. Et donc ils nous ont prêté cette voiture là pendant 3 jours, pendant un week-end complet pour pouvoir essayer de tester un maximum. La grosse particularité de cette vidéo hein, c'est que c'est vous qui avez décidé ce que l'on allait faire comme test. Alors moi j'avais prévu une première liste, hein, mais c'est vous qui avez tout décidé. Elle sort pour Noël, c'est un petit cadeau pour vous. Allez, c'est parti, générique, on y va. Alors c'est parti, hein, en partenariat avec Kia Rouen, nous allons tester la EV6 GT Line blanche. Voilà, elle est magnifique. Dans les particularités, c'est la 4 roues motrices, donc 325 chevaux, donc ça c'est assez énorme. Hein. On a l'option V2L qu'on va pouvoir tester bien sûr, et le système avancé d'aide à la conduite qui est une option qui est pour l'instant à 2000 €. Voilà, ce qui nous permet d'avoir le HDA de niveau 2, la vision panoramique 360 avec les caméras tout autour, l'aide au stationnement, ce que moi j'appelle parc assist, voilà. Donc vraiment plein de choses. On va faire des tests, mais attention, hein, puisqu'on avait déjà fait 3 vidéos que vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube, donc que vous allez pouvoir retrouver ici, hein, avec l'intérieur, l'extérieur et la technologie. Voilà. Donc, bien sûr, on va éviter de refaire tout ça. Hein. On va quand même en parler à un certain moment, mais on va pas refaire toutes ces 3 parties-là. Vous pouvez aller les voir, elles sont disponibles sur la chaîne. Et puis, en ce qui concerne la technologie, hein, je referai même une autre vidéo un petit peu plus tard, avec tout l'ordinateur de centrale, hein, en fait, parce que là, c'était vraiment trop long. J'ai pas pu tout caler dans la même vidéo. Là où Kia Rouen a vraiment joué le jeu, hein, c'est que j'aurais dit, ben voilà, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mes petits abonnés, hein, puisqu'ils sont vraiment très sympathiques et qu'ils adorent Kia. Eh bien, regardez ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont proposé pour vous de vous offrir pendant 3 ans la révision Kia sur la gamme 100% électrique. Ça veut dire que c'est pas nécessairement une EV6, hein. Ça pourrait être un e-Niro, un e-Soul, voilà, mais sur les 100% électriques. Ils vous offrent pendant 3 ans, donc j'aurais dit, bah, c'est gentil, mais à combien de personnes? Déjà, une, c'était pas mal, hein, mais ils offrent ça à 5 personnes. Il faudra bien sûr rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment je peux faire pour bénéficier, quel code secret je vais devoir donner à mon vendeur de Kia Rouen, hein, pour bénéficier de cette offre. Alors, il y a juste une petite limite, hein, c'est que c'est dans la limite de 15 000 km par an. Voilà, ce qui correspond à, en gros, un tout offert jusqu'aux 45 000 km de votre véhicule. Moi, perso, je suis preneur. Alors avant de commencer hein, cette vidéo, merci à tous, hein, à tous ceux qui m'ont aidé et qui ont posé des questions. Donc voilà ce que moi j'avais prévu, hein. Voilà, je vais pas tout vous lire puisqu'on va faire tout ça ensemble, hein, donc ça sert à rien. Mais voilà ce que j'avais prévu et voilà ce que vous avez rajouté. Hein, on a quand même eu 2 pages de rajouter sur suite à vos questions, donc ça c'est vraiment très sympathique. C'est la première fois que je vois ça dans une vidéo de test de voiture, hein, donc moi je suis content de faire ça avec vous, et donc je vais essayer de répondre à toutes les questions. Bien sûr certaines étaient un peu plus compliquées, hein, et si je n'ai pas pu le tester en conditions réelles, j'ai quand même une réponse à vous apporter, et ça je le ferai en fin de vidéo. Afin de vous aider hein, sur les options, on a essayé de rajouter dans la mesure du possible des petites icônes comme ça. Hein. Donc si par exemple il y a la croix rouge, ça veut dire que c'est impossible de la voir sur l'Active et la Design, hein, et la GT Line par exemple. Et si c'est écrit dessus en option, eh bien ça veut dire que sur l'Active ici et sur la Design, ce sera en option, mais que sur la GT Line et sur la GT, c'est par défaut compris dedans. Voilà, donc on a essayé de faire le maximum sur ça, sachant que, attention, en fonction des pays, ça change complètement, tout est différent. Donc là, on a pris ça pour la France uniquement. Alors, nos impressions générales hein, sur la voiture, on peut dire que c'est vraiment une très bonne voiture. On va essayer de faire le tour rapidement, mais il y a plein de vidéos déjà sur ça, donc on va pas s'éterniser. Hein. 2 grands écrans là qui sont magnifiques, qui paraissent pas si grands que ça quand on l'utilise pendant le week-end, mais quand on arrive, on revient sur le e-Niro, franchement, ils sont vraiment gigantesques. En termes de tenue de route, c'est assez impressionnant avec les 4 roues motrices, là, ça tient la route vraiment très bien. Les sièges sont hyper confortables, on se sent bien, même sur une route qui est un peu bosselée, tout ça, on a vraiment un confort important. L'arrière très grand, on verra ça un peu plus tard, hein, mais l'arrière est vraiment très grand.
On a toutes les options qu'il nous faut pour être en sécurité. En termes de design, eh bien, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que ça change des véhicules qui existent actuellement là. Donc, c'est vraiment très sympa. Alors, quand vous passez dans un petit centre-ville, hein, je ne vous cache pas que pour l'instant, tout le monde se retourne, puisqu'il n'y en a pas encore beaucoup. Et alors, du coup, voilà, les gens sont très très curieux. J'avoue que j'aurais bien aimé l'avoir pendant la semaine de vacances qui arrive là, ce qui aurait permis de faire des tests sur des grands trajets, mais sur le peu que l'on a réussi à tester, franchement, on est convaincu de la qualité de la voiture. Alors, on va parler de l'HUD en réalité augmentée ou de l'affichage tête haute. Alors, par défaut, hein, il est disponible que sur les GT Line et sur les GT. Et il n'est pas possible de l'avoir sur les autres versions. Ça, c'est la première chose. Alors, bien sûr, hein, on peut désactiver l'affichage tête haute si on n'en veut pas. C'est un petit peu perturbant au début, quand on l'utilise pour la première fois, d'avoir tout ça devant l'autre véhicule hein, qui arrive. C'est un petit peu perturbant. Mais par contre, on voit très très bien de jour. C'était un petit peu la question que je me posais, on voit très très bien. Alors on peut voir ici qu'on a en haut à droite le panneau de limitation de vitesse qui lit, en bas la vitesse. Ça, c'est les premières infos. Là, ici, on va partir sur quelque chose d'un peu plus complexe. On va avoir un itinéraire qui va être mis en place et on va du coup avoir le suivi. Vous voyez, tout en bas à droite, vous avez au rond-point, voilà, là j'étais dans le rond-point, donc 0 mètres. Voilà. Et la prochaine étape, dans 300 mètres à droite, je vais devoir tourner sur la droite dans 300 mètres. Donc là, on a une version simplifiée. Hein, et regardez, hein, la réalité augmentée. Vous avez une flèche bleue qui apparaît, que je vais tourner sur la droite. Et au moment où vous devez tourner, vous avez les flèches là qui arrivent et qui sont de plus en plus grosses au fur et à mesure que vous vous approchez de la cible. Donc c'est ça la réalité augmentée de l'affichage tête haute. Donc c'est vraiment très pratique et très sympa. Alors on a testé bien sûr, hein. Il va falloir utiliser le GPS de la voiture pour pouvoir avoir cette réalité augmentée. Parce que si vous utilisez Waze, eh bien ça ne fonctionne pas du tout du tout. Alors là vous ne voyez pas forcément comme moi je le voyais, hein, parce que du coup c'est un réglage que vous devez faire hein, pour que ce soit vraiment bien ancré par rapport à la hauteur de vos yeux. Hein. Mais on a toutes ces informations qui vous évitent de regarder. Donc vous avez vu en bas à gauche, là j'ai rajouté le fait qu'il me garde dans la ligne. Et là je viens de rajouter le régulateur de vitesse. Et donc c'est sur la partie en bas à gauche, plus le fait qu'il me maintient dans les lignes. Et donc vous avez toutes ces informations. Et là regardez, hop, si je dépasse à droite, il m'a mis des petites flèches en réalité augmentée. Qui vous permettent de savoir qu'il faut vous redresser sur la droite, en plus d'avoir le volant qui vibre. Voilà, vous avez les petites flèches avec le petit bip bip, plus la vibration du volant sur la droite uniquement, hein, pas sur la gauche, pour vous dire attention, il va falloir te décaler pour te remettre au centre de la voie. Donc ça c'est vraiment une des nouveautés dans la technologie que j'adore. Alors là vous voyez ça vibre un peu, hein, mais c'est à la caméra. Dans la réalité, ça ne vibre absolument pas. L'image elle est parfaitement stable. Autre vision, hein, quand on est là par exemple sur l'autoroute, regardez, hop, il me met sur la route une flèche vers la gauche pour me dire que je vais légèrement tourner sur la gauche, il faut que je reste bien sur cette voie-là. Alors la seule info hein, qui manque, ce serait l'autonomie, ici 72% ou 243 km, hein. C'est la seule information qui nous manque. Tout le reste, on le retrouve dans l'affichage tête haute ici. Donc là, on est en maximum d'informations. Vous avez vu le petit point bleu sur la Golf devant, là, c'est pour dire qu'il y a un véhicule qui est proche. On va faire un petit arrêt sur image. Et puis vous avez aussi sur le côté
en bas à gauche, là, un petit signal rouge avec un avertissement. C'est pour dire que j'ai un véhicule qui arrive derrière moi à gauche et qu'il faut que je fasse attention. Hein. Ça m'évite de me retourner vers le rétro pour voir que j'ai une voiture qui va arriver sur le côté gauche de ma trajectoire. Alors, c'est quoi le V2L? C'est le véhicule to load et c'est natif sur toutes les EV6. Cela veut dire qu'en fait, par défaut, on peut l'avoir partout. Mais c'est en option. Deux possibilités. Une option à 1400 €, vous avez la pompe à chaleur plus le V2L. Une option à 500 €, vous avez la prise V2L plus la prise intérieure. Donc ça, c'est au moment de la commande. Et ensuite, on a la possibilité a posteriori d'acheter la prise seule pour 391 €. Voilà un petit peu les explications avant de commencer. Merci à Jean-Luc MNS du groupe Facebook Kia e-Niro et EV6. Alors, première étape, bien sûr, il va falloir ouvrir la trappe. Voilà, et ensuite, on va aller chercher dans cette petite boîte de protection la prise que moi j'appelle prise extérieure, un V2L. Voilà, qui est blanche et grise. On va devoir enlever première protection sur la prise type 2. Voilà. On va le brancher dans la voiture. Et ensuite, on va ouvrir la partie grise pour pouvoir brancher notre voiture. Je prends mon petit câble. Que je branche là. Alors au culot pour ceux qui ont reconnu, on va charger notre Kia e-Niro avec le V2L. Charge. Là, ça charge pas. Et si j'appuie là, c'est vert, ça charge. Ça charge. Ça charge bien notre voiture qui est à plus de 66%. On va aller voir maintenant l'intérieur de l'EV6. Transfert V2L. On va passer par là. Je vais dans le mode EV. Transfert V2L. Et là, je vais lui dire jusqu'à 30%. Et donc là, on est à 40%. Alors, afin de faire le bilan un petit peu de tout ça, au départ, on avait sur l'EV6 40% de charge et à la fin, elle s'est arrêtée automatiquement puisque je l'avais programmée. Mais au lieu d'être à 30%, on était à 27%. Voilà, donc on n'a pu faire qu'un test malheureusement, mais il faut quand même savoir que on a eu ce petit pourcent de décalage. Et puis sur l'application, on avait le porte du chargeur ouverte qui apparaissait. Donc ça, c'était la petite capture d'écran de notre charge au début. On était bien à 76% à 13h03 sur notre Kia e-Niro. On a chargé à 2,6 kW, je ne sais pas si vous avez vu. Et donc à la fin, on est passé de 76% sur l'image de gauche à 84% sur l'image de droite. Ce qui veut dire que nous avons gagné 8% de batterie de ce côté-là, alors qu'on en a consommé 13% de l'autre côté, sachant que la batterie de l'EV6 est supérieure. Donc on a quand même pas mal de pertes au moment du chargement, mais en tout cas, ça peut bien nous dépanner si jamais on a besoin de recharger une voiture ou bien sûr toute autre chose. Là, on était parti sur une voiture, mais vous auriez pu brancher une télé, votre caravane, par exemple. Si vous aimez faire du camping ou si vous êtes pêcheur, vous pouvez brancher votre petit frigo, votre petite glacière ou votre petite plaque chauffante, pourquoi pas. C'est vraiment une option qui peut être intéressante en fonction de vos activités et qui foncièrement n'est pas très très cher en rapport au prix du véhicule et des services que cela peut rendre. Alors là on a activé le mode automatique des pleins phares. Et là, il s'active puisqu'il n'y a personne. Et c'est beaucoup plus efficace que sur le Kia e-Niro, où on a eu beaucoup d'appels de phare. Là, dès qu'il y a une voiture, voilà, il réduit petit à petit. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Et après, il va le remettre
assez progressivement. Il semblerait qu'il laisse sur la partie droite éventuellement de la route ou de la partie gauche les pleins phares et qu'il réduise qu'une partie en fonction de ce qu'on croise. Alors c'est assez difficile à démontrer. Donc là on a une voiture qui arrive, elle, pour le coup. Voilà. Donc il a vite réduit. Et là, hop, il remet. Et là il garde plein phare à droite. Et là on l'a bien vu là. Et il a remis ensuite sur la gauche. Donc là on a fait pas mal de routes hier et aujourd'hui et pas un seul appel de phare, alors que sur le Niro il a tendance à être trop long avant de se déclencher, de se remettre en feu de croisement classique. Voilà. Après il y a un petit système intelligent a priori en fonction de la vitesse où les pleins phares s'arrêtent en dessous d'une certaine vitesse, donc on peut régler 20, 40, 60 km/h dans les réglages, où on peut désactiver cette fonctionnalité là, c'est à dire que même quand on est à l'arrêt on peut être en plein phare automatique. Voilà. Alors là sur le chargeur qu'on n'a pas encore branché, on a un petit bouton devant et derrière on n'a rien. Par contre on a un petit crochet là qui permettra de le mettre sur le mur, ça c'est pas mal, une petite vis qui dépasse et on le croche comme ça. Donc là je vais ouvrir la prise, j'appuie, ça s'ouvre et ensuite je vais aller brancher une prise standard de jardin. En même temps ça c'est pas une prise green up hein, donc ça sert à rien d'avoir du green up pour la recharge avec le petit CRO. Voilà, je me mets là, il me met 6, donc je vais essayer en le branchant pour voir ce que ça donne. De l'autre côté, hop, je branche. Là ça s'est verrouillé. Sur le chargeur il m'annonce toujours 0,6 et il m'annonce qu'il charge. Là le petit bouton il sert à rien, contrairement à celui du Niro où on peut changer la puissance. Hop. Maintenant si je vais voir à l'intérieur, il charge en 1,2 kW et là c'est juste la catastrophe. En termes de puissance c'est 6 ampères, donc c'est pas terrible du tout. Donc ça y est, on a compris comment faire hein, pour pouvoir changer. Donc là on est en 6 ampères, donc ça c'est vraiment si vous avez une vieille prise toute moche. Et donc du coup si j'appuie longtemps, fort et longtemps, voilà ça clignote. Et là on peut passer de 6 à 8, à 10 et à 12 maxi. Hein, voilà, après je reviens à 6. Hop. Et du coup il faut faire ça avant de brancher. Voilà. Une fois que j'ai branché, on a entendu le petit clic et là ça va commencer à clignoter pour dire que ça charge. Voilà. Une fois que je suis là, là je peux quand même changer ici. Je reste appuyé longtemps pour le bloquer en 12 ampères. On va voir maintenant du côté de la voiture ce que ça donne. Du côté de la voiture, du coup, on charge en 2,4 ampères. Donc ce qui est mieux quand même, hein, parce que ça nous fait 20 heures là pour la moitié. Donc c'est mieux que 40 heures pour la moitié. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail hein, du chargeur CRO. Si on recharge au minimum, puisqu'on peut régler la puissance du chargeur, hein, si vous êtes sur une vieille installation, une vieille maison, il faut charger à 6 ampères, il faudra 80 heures environ, j'ai bien arrondi pour 1,2 kW. Si on charge un petit peu plus fort, donc au maximum du chargeur, on va charger à 12 ampères, donc ce qui équivaut à 2,4 kW. Il va falloir vous habituer un petit peu à ces chiffres-là, qui fait environ 40 heures. Et si vous avez un chargeur du type Zoé, hein, qu'on peut acheter en plus, hein, c'est 16 ampères pour 30 heures de charge, environ 3,2 kW. Comment on fait pour calculer ça? On multiplie
6 ampères par 220 volts, ce qui donne environ 1,2 kW. Voilà comment on fait pour le calcul. Bien sûr, le calcul là, c'est pour recharger la batterie en totalité, de 0 à 100%, ce qui n'arrive quasiment jamais. C'est pour ça que du coup, il est peut-être intéressant de charger sur des bornes fixes qu'on fait installer à la maison ou sur des bornes fixes publiques qui vont pouvoir nous allouer beaucoup plus de puissance. On voit ça maintenant dans la phase je recharge sur une borne publique ou sur une borne à la maison. Alors petit test de la recharge, c'est parti, hop, j'ouvre le coffre. Le câble, tu vas brancher. Je sais pas comment ça se fait. Voilà. Il me dit que j'ai 3 trucs. Ah oui. Voilà, on va la rouvrir plutôt. Ah, il fallait que j'appuie dessus pour que ça s'ouvre. On a un petit jeune qui branche. Hop. Là il se passe rien. On va aller voir là-bas. Et donc là du coup, tac. 10,7 sur la petite borne ici qui est une borne gratuite. Donc on est bien à 11 kW. Tranquillement. Alors que c'est une borne 22. Je vous rappelle que sur les bornes 22, on ne peut pas charger à 22. Mais bon, ça permet de charger à 11 kW alors que le Eniro, c'était 7 et 11, fallait prendre l'option. Là, c'est par défaut 11 pour tout le monde. Et là, on voit que ça charge. Est-ce que ça clignote? Donc, pour résumer, sur les bornes publiques en type 2, type 2, c'est le câble qui est fourni avec. Globalement, ce sont des bornes 22 kW, mais nous, on rechargera qu'à 11 kW. Comme la plupart des voitures, il n'y a que les Zoé et une Porsche, je crois. Et donc, il faudra environ 8 heures pour recharger de 0 à 100% notre véhicule. Alors bien sûr, on a fait ce test que tout le monde attend sur la charge sur Ionity. Alors on l'a fait qu'une fois, puisqu'on a eu la voiture un week-end, c'est déjà pas mal. Et donc là, sur la notice officielle, ils nous promettent une compatibilité 800 volts pour une recharge ultra rapide de 10% à 80% en 18 minutes. Voilà, ce qui représente 100 km de gagné en 4,30 minutes. Alors vous allez voir, normalement il y a des pics dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à 10% de batterie. Et c'était compliqué, mais arriver sur l'autoroute à 10%, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et on l'a fait. Et on va voir combien de temps on met pour remonter à 80%. Alors on a même été un petit peu plus loin. On a été dans le menu EV. On va vous montrer. Hop, on clique sur EV tout à droite sur le petit engrenage. Hop, on va aller activer le mode hiver. Ce qui nous permet de réchauffer la batterie pour que la charge CC se fasse plus vite. C'est écrit noir sur blanc. Et là, on était parti avec 22%. Et ensuite, on arrive sur la borne Ionity. La voiture est connectée. Je clique sur connexion. Je mets ma petite carte qui a charge. Et du coup, je vais attendre que la connexion du véhicule se fasse. Donc, c'est à peu près le même temps que sur le Kia Niro. Ça m'a paru un tout petit peu plus long. Mais bon, c'est peut-être juste une impression sur le moment. Et donc, on va voir qu'on a fait fort puisqu'on est effectivement bien à 10% de batterie. Et on va voir... voilà, un petit changement de couleur de cette borne-là, qui est devenue du coup violette pour nous indiquer de loin, de très loin. Même quand on arrive, on pourrait imaginer que l'on voit. Là, on était à 11 degrés, donc il fait pas froid, même si on est sur l'hiver. Et donc, on commence là, voilà, ça monte tout doucement. 56 kW de vitesse, 70 maintenant. Alors, c'est pas sûr que ce soit sur les premiers...
reparti que ça aille le plus vite, hein. Néanmoins, sur ce qu'on a lu juste avant, hein, ça nous annonce que ça va recharger très rapidement de 10 à 80% en 18 minutes. Voilà, donc on va vérifier tout ça. On va accélérer un tout petit peu, hein, et faire quelques arrêts de temps en temps pour vous montrer, puisqu'on ne va pas rester les 18 minutes comme ça, hein, dans le cas où ça fonctionnerait. Néanmoins, là, on a déjà gagné 1%, alors peut-être un demi, hein, en une minute, ce qui est déjà plutôt pas mal. Je vais quand même vous montrer, hein, ici, donc ça clignote, mais ça on l'a déjà vu sur la partie d'avant. Et maintenant, bien évidemment, hein, on ne va pas attendre l'hiver à l'extérieur de la voiture. Donc on retrouve les mêmes informations sur le tableau de bord. Voilà, c'est-à-dire que là, il nous annonce, chose que l'on n'a pas sur cette borne-là, qu'il nous faudra 26 minutes à cette même vitesse pour aller à 80%. 50 minutes pour aller à 100%, et que là, on est à 71 kW. Voilà, donc on peut retrouver ces informations-là. Donc en fonction des bornes Unity, on a plus ou moins d'informations lorsque l'on est à l'extérieur, mais sur celle-ci c'est très très simple, on a juste la vitesse, le temps et la quantité d'énergie en kilowattheure là qui a été mise dans la batterie du véhicule. Voilà, on va accélérer un petit peu maintenant, hein, pour que vous puissiez voir la suite de tout ça. Alors première accélération de la vidéo, hein, pas de la charge. On peut voir que jusqu'à 19%, on reste à 77 kW. Un peu comme sur le Niro, hein, c'est la vitesse max en tout cas du Niro. Et quand on va passer à la fin des 19% ou 20%, là on a un gros saut en avant. Et on est passé à 122 kW, 127 même. Ce qui est vraiment un gros bond là, hein. Du coup on double presque la vitesse, mais on n'est pas encore aux 239 kW qui sont prévus, hein, par Kia. Pour l'instant on est bloqué à 127. Alors on a eu une coupure de caméra, hein, et non pas une coupure de borne. On est à 59%, mais comme ça monte pas dans la vitesse, hein, je me suis dit je vais tout redébrancher et je vais recommencer pour voir ce que ça donne. Donc là on est sur une deuxième connexion avec 59% de batterie. Et donc vous allez voir ça, voilà, instantanément. Là il va nous indiquer à droite, pardon, le pourcentage de la batterie actuelle. Et donc on va donner une deuxième chance à la borne Unity qui est censée être une 800 volts. C'est la borne de Bonneville, hein, près du Havre. Et donc du coup on s'est dit c'est bizarre, des fois ça accroche mal Unity. Et donc là on remonte à 116. Et on va voir si on remonte pas un petit peu plus haut. Ah, là un gros pic à 214. Alors est-ce que ça va rester à 214 ou pas? Donc ce qui prouverait que la borne est bien une borne 800 volts. 233, donc là on s'approche du maximum. Et là malheureusement ça va redescendre à 185 puis 150 et puis on va se restabiliser vers les 140, hein, entre 120 et 140, mais on ne restera pas sur une phase très très haute. Voilà. On peut quand même rajouter qu'on était tout seul, hein, il n'y avait personne, c'est deux bornes seulement, et il n'y avait absolument personne d'autre, qu'il fait plutôt beau, 11 degrés, et donc du coup, hein, on aura mis au total, à la place des 18 minutes prévues, on aura mis 26 minutes pour passer de 10 à 70%, on a craqué au bout d'un moment, on s'est dit qu'on n'allait pas attendre les 80%, donc de ce côté-là, pour l'instant, soit c'est du côté de la borne, soit c'est du côté de la voiture, mais on n'a pas atteint l'objectif qui avait été annoncé par Kia, mais on ne sait pas trop si c'est la borne ou la voiture. Alors il y a un système qui peut paraître intéressant, mais à l'utilisation, j'avoue que je sais pas. C'est-à-dire que quand je veux me décaler, il va falloir que je regarde ici, puis ici, sur le rétroviseur extérieur, et que je tourne ma tête. Et ici, quand je vais faire ça, je vais avoir dans le... Ici, là, dans le tableau de bord, une petite caméra qui est sous le rétroviseur et qui va me permettre de voir l'angle mort de
de là où je veux tourner en fait. Alors à l'utilisation, ça veut dire que c'est compliqué parce qu'il va falloir que je regarde le rétroviseur central, le rétroviseur extérieur, plus ici. Voilà, donc vous avez vu là, il fait pas tout à fait jour, la qualité est bof. Hein. Par contre en plein jour, la qualité c'est vraiment top du top, mais en pleine nuit, c'est assez compliqué. Voilà, donc en plus on a le petit attention qui est sur le, comment dirais-je, qui est sur le rétroviseur déjà. Et puis dans l'affichage tête haute, on a une information qui nous dit s'il y a un véhicule qui est sur notre gauche avec le petit radar qui est sur la voiture. Donc est-ce que la petite caméra là elle va vraiment servir? Je ne sais pas du tout. Par contre là où elle va servir, c'est quand on va se garer. Ça c'est sûr que là ça va nous servir sans problème. Alors là il y a plein de monde, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. On va voir ce que ça donne. Normalement si j'appuie 2 secondes sur le petit bouton de gauche là, il est capable de me trouver une place pour aller se garer tout seul. Donc on va tester ça, mais on va le tester à gauche, pas à droite. Donc je vais appuyer 1, 2, hop. Là ça me change l'organisation. Je vais essayer de prendre la place qui est à gauche là. Alors, elle n'est pas très grande, hein. Voilà, donc j'y vais. On ne l'a pas trouvé. Je vais essayer de le refaire en marche arrière. Je le recommence. Hein, la place elle est là. Je le recommence en me collant un peu plus à gauche. Hop, il me l'a trouvé. Donc je voudrais qu'il me gare comme ça. Voilà. Donc là il me met le clignotant tout seul. Ça c'est pas mal. Et je voudrais intelligent. Donc il faut que je rappuie. Maintenez le bouton du stationnement appuyé. Celui-là que je vais maintenir appuyé. Et là, il gère tout seul a priori. Bon bah en fait là c'était mon premier essai, hein, mais j'ai appuyé sur le frein parce que j'ai eu peur, je voulais pas casser cette voiture à 57 000 €. Mais bien sûr je vais refaire des tests après, hein. Ça c'est une option à partir de GT Line, enfin on peut l'avoir en option que sur la GT Line d'ailleurs, et on peut aussi l'avoir d'office sur la version GT, mais sur les deux versions d'avant, Air, Design et Active, ce n'est pas possible. Alors du coup j'ai refait un essai avec un assistant, hein, qui va filmer ça de l'extérieur, et donc voilà en temps réel ce que ça donne. Je fais exactement la même procédure, hein, sauf que là je l'ai fait à droite puisque la place elle était à droite. Je reste appuyé sur le bouton, voilà, mais je ne touche absolument à rien. Donc c'est là où la dernière fois j'avais craqué et j'avais été obligé d'appuyer. Là je me suis dit allez je vais jusqu'au bout et je vois ce que ça donne. Donc là elle a reculé une première fois, mais elle a pris un petit peu d'angle mais pas beaucoup. Elle a ravancé toute seule, hein. Moi je continue juste à appuyer sur le bouton, je touche à aucune pédale, ni au frein, ni à l'accélérateur, ni au volant. Voilà. Et là du coup elle a fait un deuxième mouvement pour se placer à peu près au centre. Voilà, là elle le fait en 2 fois. Et ensuite à partir de là elle va reculer partiellement, hein, et essayer de se recentrer pour être vraiment pile entre les deux, à la même distance de chacune des voitures. Alors du coup c'est assez long. Voilà, moi je propose que l'on reprenne la main après la deuxième manœuvre, hein, et que cette manœuvre là on la supprime du coup, parce que là du coup ça fait beaucoup de manœuvres et c'est assez long s'il y a quelqu'un qui attend. Donc je suis pas fan de cette stratégie là. Moi j'utiliserai sur les 2 premiers et après on reprend la main juste pour reculer. On était parfaitement placé, hein, ça suffisait largement. On n'était pas obligé de refaire encore et encore un replacement. Voilà. Néanmoins ça marche bien. Ça me paraît lent dans la circulation de tous les jours, mais on est parfaitement garé. Regardez, la même distance à droite qu'à gauche. Alors on a regardé, il y a 5 cm de plus du côté de la Clio, mais c'est plutôt bien fait.
Alors on se refait la même chose maintenant, mais avec le deuxième système, qui est la possibilité de le faire avec la clé. Hein, c'est-à-dire je sors de la voiture, et je suis plus à l'intérieur, et là du coup en appuyant sur un bouton, ça va fonctionner. Donc là je clique sur stationnement à distance, il me demande de mettre sur P, je mets sur P, et ensuite je vais pouvoir sortir de la voiture. J'appuie sur le petit bouton là. Et il va me la garer là. Bon, en fait, je vous l'accélère un petit peu parce que c'est assez laborieux, donc je vous l'accélère en x4. Voilà, après on clique là, et c'est fermé. Alors deuxième possibilité du parc assist, hein, là je suis garé trop près pour ouvrir ma porte. Du coup je vais devoir appliquer la procédure suivante. Fermer 2 fois la voiture, appuyer longtemps sur le bouton Hold, la voiture va s'allumer, et ensuite je vais pouvoir appuyer sur la flèche hein, dans le sens où je veux que la voiture recule. Donc vous avez 2 flèches, là j'appuie sur la flèche du haut, je reste appuyé longtemps dessus. Il y a une voiture qui passe donc je suis obligé d'arrêter, je rappuie. Si jamais hein, vous rencontrez un obstacle, la voiture va s'arrêter d'elle-même. Et là ça me permet d'aller ouvrir ma porte tranquillement. Dès que je lâche, ça s'arrête. Alors troisième possibilité, hein, là on a vu se garer en bataille, mais la voiture a aussi la possibilité de se garer en créneau, du côté droit ou du côté gauche. Donc le début c'est la même procédure, hein, sauf qu'après il faut cliquer sur se garer en créneau. Et alors là pour moi du coup c'est vraiment efficace, rapide, et je pense que c'est quelque chose que j'utiliserais hein, si jamais je l'avais. On vous fait la démonstration maintenant de l'extérieur de la voiture. Donc là je suis passé doucement à côté, hein, il m'a détecté la place et j'appuie sur le bouton tout simplement et je ne fais rien. Je n'accélère pas, je ne freine pas, et là c'est beaucoup plus fluide, hein. C'est-à-dire que réellement c'est quelque chose qu'on peut utiliser, hein. Il fait une marche arrière, il avance, voilà, il nous recule pour bien nous placer, il nous place la jante vraiment juste à côté du trottoir. Là on voit que le volant tourne tout seul, et ensuite voilà, il se replace et c'est terminé. Donc ça c'est utilisable. Hein, là ça gêne pas les gens qui sont dans la circulation, et ça nous paraît vraiment être intéressant. Alors l'assistance d'aide à la conduite de niveau 2 est un petit peu différente du Kia Niro, hein. Elle va nous permettre en plus de doubler tout seul, c'est à dire qu'on met un petit coup de clignotant et la voiture elle double. Alors en fait au départ ça paraît simple, mais il y a quand même des sécurités. C'est-à-dire que là par exemple je tenais pas le volant, donc il n'a pas voulu. Là je tiens le volant, il me met que la voie est verte et il va me décaler tout seul le véhicule, mais à condition que je tienne le volant. Si vous bloquez complètement le clignotant, ça ne fonctionnera pas. Là j'ai mis un petit clignotant à droite, mais il veut pas parce qu'il a détecté qu'il y avait un véhicule. Du coup il va pas changer de voie. Là je vais le refaire, je vais me recaler, je mets un petit coup de clignotant, hein, je l'enfonce pas complètement, il voit qu'il n'y a personne et il me décale automatiquement sur la voie. Voilà. Dans l'idéal, hein, ce qu'il faudrait c'est que à l'approche de la voiture, comme on a là-bas, et ben, il l'anticipe hein, et qu'il fasse la manipulation tout seul, que la voiture fasse la manipulation toute seule, hein, mais pour l'instant c'est pas le cas. Il faut le faire manuellement. Donc là j'ai activé le HDA2. Donc du coup il me garde dans la zone des 2 lignes, voilà. Donc là je n'ai pas les mains sur le volant, alors très vite il va me dire ici hein, qu'il faut que je tienne le volant. Donc ça c'est dommage parce que quand même c'est très performant sur cette partie là.
Mais voilà, très rapidement, il me dit de garder les mains sur le volant. Et après, il va me faire des petits bip bip dans tous les sens. Mais ça, c'est vraiment très très pratique, hein. C'est vraiment très reposant sur l'autoroute. Alors petite nouveauté, hein, par rapport au Kia Niro, c'est que cette fonctionnalité n'est possible, on ne peut l'activer que lorsque l'on est sur l'autoroute et pas lorsque l'on est sur les nationales. Donc là, la manière dont j'ai réglé, hein, il va me régler la vitesse en fonction des panneaux qu'il va voir. Donc là, je suis à 110, hein, la vitesse. Et là, comme il lit les panneaux automatiquement, quand il va me rencontrer un panneau ici avec la vitesse, il va me la changer instantanément sur le véhicule. Donc là, pour l'instant, hop, 90, 70, hop, il voit le 90 affiché ici. Et du coup, il me règle la vitesse là, c'est pas moi qui ai changé. Ici 70, hop, je vous montre là en direct, 70 et hop, il me change la vitesse de 70 km/h. Donc là c'est énorme parce que ça veut dire que sur les autoroutes, hein, où ça change tout le temps, où c'est très compliqué, et bien du coup là vous êtes tranquille, il vous règle automatiquement la vitesse au bon endroit. Et donc ici on peut changer la tolérance, voilà, pour avoir plus ou moins en fonction de la vitesse. C'est-à-dire si vous voulez pas que ce soit à 130 mais 135, et ben hop, vous lui mettez un petit plus 5 ici, et donc du coup, et ben il va vous régler ça automatiquement à 135 au lieu de 130. Alors là, je vous ai activé le son du moteur intérieur. Donc c'est vite fatigant, hein, à mon avis. Donc en ce qui concerne le mode de régénération, hein, le gros avantage de chez Kia, et a priori ça se retrouve nulle part ailleurs, hein, c'est que vous avez la possibilité de régler la puissance du freinage régénératif. Donc c'est quoi l'intérêt? Ça veut dire qu'en fonction du type de parcours que vous faites, hein, vous avez la possibilité de mettre plus ou moins de freins régénératifs. C'est-à-dire que quand on est en ville, eh bien, du coup on va mettre beaucoup de freins régénératifs, et à l'inverse quand on est sur l'autoroute, hein, après 35 000 km avec le Kia Niro, on peut dire que sur l'autoroute on peut presque retirer le frein régénératif, et on peut même le mettre à 0. Alors ça c'est vraiment génial. Le mettre à 0, ce qui permet de laisser la voiture rouler libre sur l'autoroute lorsque l'on passe, lorsque l'on lâche la pédale. Du coup, eh bien, la voiture, elle continue tranquillement sur sa lancée. On a l'impression même qu'on continue à accélérer des fois. Donc il y a plusieurs modes, hein. Là, je suis en 0, mode 0, donc c'est ici. Je vous remontrerai peut-être en plus près si vous ne voyez pas. Donc mode 0, ça veut dire il n'y a pas de frein régénératif. Donc là ça descend légèrement, hop je lâche et voilà, ça continue à garder une vitesse stable. Si je veux augmenter, je clique ici vers moi, voilà, dessous là. Et si je veux rediminuer, je clique là. Si je me mets sur 1, même si ça descend là, on descend 60 km/h, 37, 2, ça continue encore plus, et 3, ça freine encore plus. Donc ça, on avait déjà ça sur le Kia Niro. Et maintenant, il y a un nouveau niveau, qui est le niveau max, et c'est ce qu'ils appellent le niveau e-pédale. Ça veut dire que de ce coup-ci, là, je n'ai plus besoin d'utiliser le frein, parce que là, jusqu'à maintenant, hein, j'avais du ramping à la fin. Ça veut dire que la voiture ne s'arrêtait pas, mais elle continuait à avancer doucement. Et donc là, maintenant, si j'active le mode e-pédale, donc en cliquant une dernière fois ici, hop, et bien si je m'arrête, si je lâche le frein, voilà, assez rapidement quand même, je m'arrête. Et la voiture, elle va vraiment jusqu'à l'arrêt complet, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Voilà.
Donc ça permet de n'utiliser plus qu'une seule pédale. Alors c'est bien pour la régénération de l'énergie, mais c'est aussi quand on est en ville bien pratique, hein, être obligé de changer le pied tout le temps. J'accélère, je freine, j'accélère, je freine. Là du coup vous n'avez plus besoin que de faire de l'accélération et vous ne freinez plus jamais. Autre chose aussi, hein, c'est que du coup là je suis en mode manuel. Ça veut dire que quand je vais là si je le mets sur 2, voilà, du coup il va pas changer tout seul. Il y a un truc qui est vraiment sympa qui est ici, je continue, j'appuie sur cette palette là, tac, et là je vais passer en mode auto, et là en fonction des véhicules qui vont arriver devant moi, eh bien il va augmenter le mode jusqu'à freiner. D'accord, c'est-à-dire que si la distance avec le véhicule qui me précède est trop petite, du coup il va passer de level 1 à level 2, de level 2 à level 3. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant, puisque ça permet d'avoir cette adaptation du freinage régénératif, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de freiner parce que je m'approche d'un véhicule, c'est le véhicule qui va freiner tout seul. Voilà. Dernière petite chose, hein, le frein régénératif, ça sert à quoi? Ça sert à recharger la batterie. Ça veut dire qu'au lieu de freiner avec les disques, hein, il y a un système de régénération. Ça veut dire que la voiture va créer de l'énergie pour recharger la batterie du véhicule. Donc du coup, plus je fais de régénération, et moins je consomme. En fait, c'est comme si je me rechargeais en roulant plutôt. Hein, c'est-à-dire qu'on consomme toujours pareil, mais par contre, on recharge en roulant. Donc là, quand on regarde, hein, sur le Kia Niro, alors là, même si j'ai essayé de regarder les statistiques, quand j'utilise 100 kW, eh bien, je recharge, hein, sur un trajet classique, je recharge entre 75 et 90 kW en fonction de comment je roule et d'où je suis. Donc ça veut dire que le Kia Niro régénère beaucoup. Maintenant la Kia EV6 a l'air de régénérer un petit peu moins, et c'est peut-être pour ça qu'elle consomme plus. On a l'impression que la régénération n'est pas aussi efficace que sur le Kia Niro, alors que l'aérodynamisme lui est bien meilleur. Alors vous avez de la même manière, hein, que sur le Kia Niro, ici la consommation tout en bas à droite de la conduite. Donc là on est à 39 kW, 33, et du coup vous avez instantanément ce que vous consommez. Voilà, donc quand vous accélérez fort, mais aussi quand vous relâchez. Voilà, là je relâche, moins 2, moins 4, moins 1, voilà, parce qu'on est sur le frein régénératif. Alors désolé, ça bouge beaucoup, mais ça fait partie des informations que l'on peut avoir. 13% pour la climatisation, donc hein, on sait combien le chauffage ou la climatisation consomme, et 4% pour l'électronique. Donc si j'enlève du coup la climatisation ou le chauffage, hein, du coup je gagnerai à peu près 13% sur ce trajet-là d'autonomie. Donc dans les différents modes, en appuyant sur le petit bouton qui est ici, là je suis en mode éco. Donc on voit le design, hein, sur le côté là qui est différent. Là je suis en mode normal, et là je suis en mode sport. D'accord? Donc si je me mets en mode éco et que du coup je conduis, vous avez vu là je suis que sur les moteurs arrière. Voilà. Et en fonction de ce que je vais demander, et ben vous voyez là je suis que sur les roues arrière. La différence avec le mode snow, là j'ai passé en mode snow, donc je reste appuyé longtemps. Voilà, j'ai l'impression que, donc je vous ai mis ça exprès, hein, que même si je vais tout doucement, en fait j'ai les 4 roues qui sont motrices. Voilà, si j'appuie, alors j'ai toujours la puissance du mode éco, hein, mais par contre du coup j'ai toujours les 4 roues motrices qui sont activées. Donc c'est moins économique, mais du coup en termes de stabilité, là on est au top du top. Donc mode éco, hein, donc on pourra détailler un petit peu les informations qu'on a sur le mode éco. Mode normal, donc une cinématique un petit peu différente. Là j'ai tout sur l'arrière. Mode sport. Alors lecture des panneaux marche pas très bien, hein, puisque là c'est pas 50, hein. Mode sport, du coup je suis sur les 4 roues motrices aussi. C'est vrai que je vais refaire la netteté là. Voilà, là sur le mode sport, je suis sur les 4 roues à chaque fois, mais alors là ça pousse, hein.
Là au niveau de la puissance, c'est assez important. Pour démarrer, hein, il faut que je sois dans la voiture avec la clé. Et quand je clique ici, tac, on a la petite ouverture. Donc conducteur 1, voilà, je confirme. Éventuellement, tac. Et là, je vais lui faire un petit... Hop. Ouvre le coffre. Ouverture du coffre. Et là, hop. C'est beau ça ou pas? Je rappuie. Ferme le coffre. Cette fonction n'est pas prise en charge actuellement. Donc ça c'est moyen. Donc là par contre, hop, j'appuie ici. Et le coffre se ferme. Voilà, je peux aussi l'ouvrir d'ici. Hein. J'appuie, je tiens, voilà. Et une fois que... Voilà, une fois que j'ai appuyé, après de la même manière, hein, si j'appuie un peu pour le fermer et que j'arrête, en fait il s'arrête. Hein. C'est en termes de sécurité. Donc là il se remonte, je refais un appui long et il va se refermer. Voilà pour cette petite astuce du coffre. Est-ce qu'il nous fait la même chose? Alors je sais pas si vous voyez là, tac. Hop, avec la trappe, on va lui demander la même chose avec la trappe. Ouvrir la porte du chargeur. Ouverture de la porte du chargeur en cours. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc je vais le refaire dans l'autre sens. Fermer la porte du chargeur. Fermeture de la porte du chargeur en cours. Hop, ça c'est fermé. Ça c'est vraiment sympa. Alors on va faire un petit peu le tour des fonctionnalités. On peut lui demander de rechercher quelque chose. Alors c'est pour les destinations, ou pour les contacts, ou pour les paramètres. On peut lui demander de rechercher dans les paramètres de l'écran. Pourquoi pas. Il y a les commandes contrôle, activer la climatisation, ventilation forte, ventilation à l'avant, chauffer. D'accord. Donc il y a des choses pour le coffre. Ouvrir le coffre. Volant, chauffer le volant. Siège, chauffer le siège, allumer le chauffage de tous les sièges. Et oui, parce que dans cette version, il y a aussi le chauffage sur les sièges arrière. Hein. On a aussi le chauffage pour les passagers. Porte du chargeur. Ouvrir la porte du chargeur, fermer la porte du chargeur. Météo. Quel temps fait-il? Quelles sont les prévisions météo pour mardi? Etc. etc. Et ici, commande et contrôle de la navigation. Arrêter, reprendre, modifier, destination précédente, temps et distance restante. Ça, c'est pas mal. Parce que souvent, il affiche pas les deux en même temps. Et il y a aussi modifier les paramètres Bluetooth. Et après, au niveau du multimédia, hein, écouter le Bluetooth, écouter l'USB, écouter le mémo vocal. Alors, il ne parle pas de CarPlay et d'Android Auto. Chauffer le siège. Chauffage du siège conducteur activé. On va voir. Hop, et voilà. Chauffer le volant. Chauffage du volant activé. Hop. Voilà, donc il va falloir se familiariser avec tout ça, hein, puisque si on ne donne pas exactement la bonne commande, et bien du coup, ça ne fonctionnera pas du tout, du tout. Alors, le prochain test aura lieu entièrement dans l'obscurité. Hein. Donc, on branche la clé USB sur le connecteur de la voiture. On allume la voiture. Et là maintenant, on va se rendre dans le menu adéquat. Mais il est possible qu'il nous le retrouve automatiquement. Voilà. Donc là, je vais aller dans le menu vidéo. Et j'ai sur la partie gauche ici toutes mes vidéos qui vont apparaître. Hein, et je vais pouvoir du coup les lancer.
Alors du coup on va tester différents formats. Parfois je laisse le son, parfois je coupe le son de manière à pas avoir de problème avec YouTube, sinon ils vont me bloquer la vidéo. Mais globalement on a essayé plusieurs formats. Le seul format qui pose problème, c'est le point AVI. Tous les formats MP4 qu'on a choisi, peu importe le type de compression, ça a très bien fonctionné. Voilà. C'est la même chose, je pense, que le Kainiro. Il y a une forte compatibilité avec les formats récents. Voilà, c'est plutôt le MP4. Le point AVI, du coup, à éviter, et les films en 16/9 à privilégier. Dernier petit test que l'on va réaliser sur la vidéo, c'est est-ce que la vidéo s'arrête lorsque l'on roule, ou est-ce que du coup l'on peut rouler tout en ayant la vidéo qui est activée. Voilà. Donc ça c'est une très bon test, la question est souvent posée. Mais la réponse malheureusement c'est que la législation l'interdit, voilà, puisqu'il n'y a qu'un écran central. Ce qu'il faudrait, c'est que du coup Kia rajoute des écrans pour les passagers arrière notamment, ce qui permettrait de laisser activer les vidéos. On a aussi testé la qualité du son et on peut dire qu'on est quasiment comme au cinéma, tellement c'est bon et puissant. Donc là je viens de brancher sur le port de gauche le téléphone en Android Auto. Transfert de photos, de fichiers. Il me dit qu'il y a une mise à jour, donc je vais faire la mise à jour et on se retrouve après. Donc là je viens de faire la mise à jour de mon Android Auto, je vais me brancher. Voilà, et on va voir du coup au niveau de l'écran, il me dit que il a reconnu quelque chose, donc là il faut que j'accepte les photos, les fichiers. Alors dans Android à chaque fois, il faut tout accepter 10 000 fois, se connecter, et ça y est, j'ai Android Auto, qui n'est pas sur la totalité de l'écran, contrairement à Apple CarPlay. Mais j'ai qu'une petite partie ici du système. Donc Android Auto marche avec un fil. Si on retire le fil, eh bien c'est foutu. Alors au niveau du capot avant, il y a une petite patte là. Tac. Et donc du coup ici on a le coffre avant avec une petite mallette là. Hop, qui nous permet de faire quelques rangements. Donc en fonction du modèle, il est plus ou moins grand. Alors on peut mettre les câbles ici par exemple pendant les vacances, mais c'est peu pratique je dirais au quotidien puisque la trappe de recharge elle est derrière. Ça veut dire qu'il faut ouvrir devant et derrière. Par contre, bien pensé, la petite lumière ici, ça c'est super bien pensé. Voilà, donc c'est vraiment un petit rangement sympa. Là ici, il y a le kit anti-crevaison. Voilà. Qui est ici. Puisque ce ne sont pas des pneus run flat, mais il y a la possibilité de ranger quelques informations ici. Voilà. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a des vérins ici, et donc du coup ça tient tout seul. Voilà. Alors de l'application, on a appuyé sur activer la climatisation, on a fait les pré-réglages et donc du coup il va nous activer le dégivrage avant-arrière. Donc là, on vérifie que ça fonctionne bien. Et il va aussi nous activer le volant chauffant. Donc on peut activer les deux. Le volant chauffant et il va nous activer aussi le siège chauffant. Voilà, donc ça c'est une nouvelle possibilité que l'on peut faire directement maintenant de l'application. C'est ce qu'on pourrait appeler le préconditionnement de la voiture et ça marche l'hiver mais aussi l'été pour rafraîchir la voiture. Donc ready, ça veut dire que la voiture est prête à rouler. 47% de batterie, level 1 en régénération, 10 degrés.
Et là, ça veut dire que ma ceinture n'est pas bouclée. Et l'auto-hold n'est pas activé. L'auto-hold, c'est ce qui permet de rester à l'arrêt. Hein, lorsque on arrive à un feu, par exemple, on met on freine. Et là, du coup, la voiture ne va pas repartir. Donc, pour l'activer, c'est ici. J'appuie. Ça apparaît là-bas. Je rappuie, ça disparaît. Si je le mets comme ça et que je m'arrête à un feu, eh bien, du coup, la voiture ne va plus bouger. Et ce petit symbole ici va devenir vert pour me dire que c'est activé. Voilà, là, je me suis arrêté à un feu. Du coup, eh bien, sans avoir le pied sur la pédale et sans avoir mis l'e-pédale, et bien du coup ma voiture est arrêtée. Si je veux hop, avancer, je vais appuyer sur la pédale. Et là hop, dès que je vais m'arrêter, la voiture va vraiment s'arrêter. Alors que normalement elle fait du ramping. D'accord. Ici vous avez la consommation instantanée. Voilà. Et sur la partie droite ici, c'est quand vous dépensez de l'énergie, c'est au-dessus. Et quand vous avez un frein régénératif, c'est en dessous. Voilà. Ici vous avez les différentes Z. Si je veux le détecteur de ligne, c'est ici. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué sur ces boutons, c'est un petit peu nouveau. C'est que regardez, ici j'ai l'aide au franchissement de ligne. Si j'appuie une fois dessus, il est toujours là. Par contre, il y a le petit volant là qui est arrivé, qui va me guider, qui va me garder sur la route en fait. Si je rappuie dessus une fois, hop, une petite pression, il disparaît le petit volant. Et après, voilà, je vais essayer de faire les deux en même temps. Il va falloir que j'appuie longtemps pour que ici, vous voyez, hop, l'assistance pour rester dans la voie. Hein, c'est-à-dire que si je décale à gauche, ça fait des petits bip bip bip. Si je décale à droite, ça fait des petits bip bip bip. Et en plus, le volant il vibre. Et bien, il va falloir que j'appuie longtemps ici sur ce bouton-là. Alors, dans les questions qui m'ont été posées, hein, il y a l'histoire du limitateur. Alors, quand je veux lancer le régulateur, c'est là. Et quand je veux lancer le limitateur, eh bien, il faut que j'appuie longtemps ici. Et là, j'ai bien le limitateur hop, qui est apparu. D'accord? Donc là, il me dit que je peux augmenter. Hein, du coup, donc je vais, avec cette molette-là, monter. Et là, je suis monté à 50. Et donc, du coup, si j'appuie... Alors là, je suis dans un petit bout de route, donc je ne vais pas pouvoir dépasser. Hop. Et là, du coup, si je veux dépasser les 50, là, j'appuie à fond. Il va me limiter à 50 km/h. Voilà. Et si je veux le désactiver, eh ben, il faut que j'appuie longtemps ici. Hop, et il me le désactive. Je vous le remonte là, j'appuie longtemps. Hop, il active, j'appuie longtemps. Hop, il le désactive. Voilà. Alors bien sûr, hein, c'est le même principe. Là, j'ai mis 50. Je vais le remettre. Hop. Je vais mettre 40, 30 même, 30 km/h. Donc là, du coup, il va me bloquer à 30 km/h. Mais si j'appuie fort, ça me sonne, mais du coup je peux dépasser la limite qui m'a prévue. Voilà. Alors ici ils ont entièrement repensé le volant. Hein. La partie gauche c'est tout ce qui est conduite et menu d'utilisation ici de l'écran. Et la partie droite c'est tout ce qui est son. Hein, donc le mode ici de radio, de téléphone, hein, ça on peut régler ça dans les paramètres. Ici, si je veux mettre en route l'assistant vocal. Ici, si j'ai mon favori. Ici, le téléphone. Voilà. Et quand je suis dans mon mode ici, hop, je suis dans mon mode, et ben je peux changer de radio. Là, je suis sur énergie, je monte d'un cran, hop, je passe sur génération, etc., etc. Et ici, le son que je monte, que je descends ou que je fais mute en appuyant au milieu. Voilà. Donc là, c'est un petit peu différent hein, parce qu'il va falloir s'adapter par rapport au in-ear, c'est complètement différent. Par contre, très bien ici, le mode drive mode ici. Hein, donc ici, quand j'appuie, je change. Ici, je suis sur sport. Un appui court, je passe sur éco normal, éco sport. Donc le fond change. Hein, et si j'appuie longtemps, je vais passer sur le mode neige. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique que ce soit ici. Et on peut du coup caler les lumières d'ambiance sur le mode. Là, c'est pas ce qu'on a fait, on a désactivé, mais on peut caler ça sur le mode. C'est-à-dire que quand on va être en mode sport, l'intérieur de la voiture va être rouge.
Quand on va en mode éco, ça va être bleu clair et un petit peu plus foncé quand on va être en mode normal. Ici pour replier les rétros. Ici pour régler gauche ou droite. Les 4 fenêtres. Et pour la sécurité enfant, des vitres à l'arrière. Vous retrouvez aussi à gauche du volant le petit bouton pour régler la luminosité de l'affichage, les boutons pour la trappe de recharge et ouvrir le coffre, le frein de parking et pour désactiver l'ESP. Au niveau des prises ici, j'ai mes 2 prises, ma prise USB, ma prise USB-C, une deuxième prise USB-C et ici la possibilité de brancher une prise 12 volts. J'ai ici la petite prise pour tirer le capot, donc je tire ici, hop, pour aller ouvrir le capot. Donc on va faire le petit tour des écrans qui est ici. Donc pour faire le tour, il faut que j'appuie ici. Donc on commence par celui qui est à gauche là. Et après, dès que j'appuie, en fait ça va me décaler d'un cran vers la droite. Donc ici on a la voiture et on va voir les petites animations pour changer de voie notamment. Et après si je descends ici, hop, et bien je suis arrivé sur un nouvel écran. Vous voyez, il y en a 3. D'accord. Donc là c'est pour les pauses. Et là c'est la limitation de vitesse. D'accord, que vous pouvez retrouver aussi ici dans le système de tête haute. Donc là on n'a que 3 écrans. Si je clique sur OK, je vais directement ici dans les réglages. Donc l'assistance de conduite, selon le mode de conduite, selon le style de conduite. Et il vous analyse votre style ici de conduite. Donc quand on appuie ici, il nous fait un passage sur le côté droit directement. Donc ensuite, si je vais sur le deuxième onglet, ici j'ai l'affichage de conduite en direct, c'est-à-dire c'est mon parcours que je viens de faire là. Ensuite, c'est après la recharge, donc la dernière recharge que j'ai faite hier. Donc j'ai fait 42 km et j'ai consommé 22,6 en 50 minutes. Et ici, les infos cumulées un petit peu plus loin que moi j'avais réinitialisé en cliquant sur OK. Ici, je réinitialise mes informations de consommation. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est navigation. Donc la navigation ici, c'est là. Alors là, on a l'orientation avec la boussole. Mais quand je vais mettre le GPS en route, si par exemple ici, sur mon GPS, du côté ici du GPS, hop, je bascule navigation, hop, et je lui mets Kia Motors Rouen. On va voir s'il trouve. Kia Rouen. Création automobile. Voilà, c'est ça. Définir comme destination. Et du coup, ici, je vais avoir les informations qui vont arriver au fur et à mesure. Donc, je vais faire lancer la navigation. Je vous montre les deux en même temps. Voilà. Et du coup, il va me donner les indications. Et après, je peux avoir ici le résumé que je peux retrouver ici. Voilà. Et le dernier ici, c'est tout ce qui est réglage. Donc ici, la pression des pneus ou la puissance du moteur. Est-ce que on est sur 2 roues motrices, à gauche, à droite, 4 roues motrices. Voilà les informations qu'on va avoir ici. On n'a plus d'informations réglage comme sur le Kia Niro. Tout va se retrouver ici dans la partie centrale. Alors, petit truc sympa, c'est que là, regardez, quand j'ouvre, et ben en fait, il me recule le siège. Voilà, pour que je puisse sortir de la voiture. Ceci, c'est pas du luxe. Ensuite, ici, au niveau des fauteuils, j'ai ici pour descendre le fauteuil, monter le fauteuil, voilà, avancer le fauteuil, reculer le fauteuil. Et là, ici, sur l'assise, et là, c'est pour les lombaires. C'est-à-dire que ça va bomber cette partie-là, ou la creuser en fonction de vous. Et ici, j'ai un petit truc spécial qui est quand je vais mettre la voiture en recharge, j'ai une petite position tranquille, repos, le temps que la voiture charge.
voilà, qui est préenregistré. Voilà. Si jamais je veux revenir sur ma position normale ici, hop, j'appuie sur 1 ou sur 2 hein, et j'ai mon siège qui revient. Donc pour mémoriser, je mets ici hop, la bonne position et ensuite j'appuie longtemps sur mon bouton 1 par exemple pour mémoriser 1 ou 2 pour mémoriser 2. De ce côté, la même chose au niveau des réglages. Les mêmes réglages que de l'autre côté, y compris le petit réglage pour descendre le fauteuil en position. Je recharge la voiture, je me repose tranquillement. Voilà, préenregistré. Ici. Et ensuite, ici. Et le fauteuil se redresse tout seul. Bon, là on est garé. Si je m'approche du côté passager, les poignées elles s'ouvrent. D'accord? Aussi. Pas que du côté conducteur. Hop. Si je m'écarte, ça se ferme pas. Il va falloir que j'appuie sur le bouton. C'est une question qui avait été posée. Hop, je cherche la clé, voilà. Il va falloir que j'appuie sur le bouton pour qu'elle se ferme. Hein, si jamais j'appuie là, du coup, elles vont aussi s'ouvrir. Là ou là. Et si j'appuie longtemps là, hop, le coffre s'ouvre. Donc j'appuie longtemps, et je reste appuyé. Ça se ferme. Autre possibilité, bien évidemment, hein, c'est tac, j'appuie ici, ça s'ouvre, et j'appuie ici, ça se ferme. Vous avez la possibilité dans l'écran central de régler la hauteur d'ouverture du coffre si jamais vous avez un sous-sol. Alors si jamais vous approchez de la voiture et que vous voulez l'ouvrir sans la clé, il suffit d'appuyer ici. Une petite marque ici là, et donc du coup pour la refermer, c'est la même chose. Voilà. Alors là on est en version siège très reculé. Hein. On a vraiment beaucoup de place parce que ce qui se passe là, c'est que l'assise de là, elle est vraiment très très longue. Et donc du coup, hop, si je m'assois, voilà, je fais 1m80, le siège est en version reculée. Hein, c'est-à-dire il n'est pas en version conducteur. Et malgré ça, j'ai déjà tout ça comme place. Du coup, si je me mets sur l'autre place, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de place. On a les deux petits ports USB-C qui sont là. Je vous montrerai, on peut mettre un petit adaptateur si jamais vous voulez. Là, on a des petits vide-poche. Voilà. Du côté des enfants, c'est pareil, siège chauffant, 2 niveaux et ici pour la vitre.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, Kia a un système qui s'appelle Kia Connect et qui permet du coup de gérer quelques fonctionnalités de son téléphone. Voilà, donc là je vous fais l'installation rapide, hein, du véhicule sur l'application. Et c'est quelque chose qui est vraiment très pratique, ça permet notamment de lancer la climatisation et le chauffage à distance, hein, donc pour l'été ou pour l'hiver, de suivre sa consommation, de lancer la charge, de savoir où est son véhicule. Alors là, pour que ça fonctionne, hein, il faut qu'ici, là, hop, vous ayez du réseau. Voilà. Si vous n'avez pas de réseau, ça fonctionne pas. Donc là, il m'annonce 335 km. Ici, voilà. Donc ça, c'est quand on fait des tests, hein, ou quand on laisse la voiture allumée longtemps. On verra ce que ça donne à la fin du test. La voiture est déverrouillée. Tout est OK. Ça, c'est un nouveau petit bouton qui n'existait pas. C'est les feux de route. Nouveau petit bouton sur les feux de route. Et gestion du véhicule, rapport de consommation. Et donc, si j'active ici le préchauffage automatique, vous voyez, à distance, maintenant, on peut mettre le dégivrage, mais aussi le chauffant, le volant chauffant. Alors, on ne parle pas des sièges, mais il y a le volant chauffant qui peut s'activer. Bon, on fera le test, hein, pour voir si, effectivement, tout ça fonctionne. Je m'approche, la voiture elle s'est allumée. Et là, pourquoi est-ce qu'on s'est rappelé? Parce que du coup, je sais pas si vous entendez, lui a demandé de mettre le chauffage, etc. Donc là, on voit à travers qu'il a bien mis le volant chauffant, mais on voit pas qu'il a allumé la console pour le chauffage. Donc on l'a mis à 9h02 et il est 9h06. Donc en termes de préchauffage, c'est bien. Hop. On va voir en vrai ce que ça donne. Ça, c'est la petite cinématique du début. Eh bien, on peut dire qu'il fait pas chaud. Donc ça, c'est une question qui nous avait été posée, hein, puisqu'effectivement, il semblerait qu'il y ait un petit bug sur le préchauffage, hein, c'est-à-dire que contrairement au Kia Niro où ça fonctionne très très bien, là on avait le volant chauffant qui a bien fonctionné, mais on n'a pas du tout le désembuage et le chauffage qui se sont mis en route, donc on espère que ce sera corrigé rapidement. Il y a une nouvelle mise à jour d'ailleurs qui est sortie et peut-être que c'est déjà corrigé au moment où la vidéo sort. Alors petit point en ce qui concerne la consommation, hein. Alors c'est assez difficile à dire, j'avoue, sachant que là on avait le modèle 325 chevaux, 4 roues motrices, hein, et que du coup même si on n'est pas des fous du volant, on a quand même testé un petit peu les accélérations, donc c'est pas facile à savoir. Alors là par exemple on sortait d'un petit passage en campagne tranquille, hein, et donc du coup voilà 18 kWh au 100 km, donc ça c'est plutôt raisonnable comme consommation. On a fait un deuxième petit point avec à peu près la même distance et la même vitesse, 60 km/h de moyenne, et là on est seulement à 14 kWh au 100, donc là c'est vraiment du coup hyper économique, hein, pour le coup. Et du coup là si on va sur l'autoroute, eh bien on est pour 14 km, alors ça reflète peut-être pas, hein, la réalité, mais alors 14 km vraiment à 130, hein, voilà, régulateur, et on n'a eu aucune voiture qui nous a perturbé, et là on est à 25,6 kWh, donc avec le chauffage, hein, on n'a rien réduit, pardon, et puis on avait mis le mode hiver, hein, et à l'extérieur il fait 14 degrés, donc là c'est une consommation plutôt haute, hein, par rapport à ce que fait le Kia Niro. Alors on se lance dans l'ordinateur de bord, hein. Donc ici on a l'ordinateur principal avec le conducteur 1. Si je vais sur la droite, j'ai un premier écran. Si je retourne sur la droite, j'ai un deuxième écran. D'accord? Ici, si je clique ici au niveau de la météo, j'arrive sur la météo. Et donc là, effectivement, en fonction de là où je suis, je peux avoir plein d'informations différentes. Et je peux avoir la météo de la destination éventuellement. D'accord?
Si je clique ici sur l'autonomie, j'arrive sur la partie du véhicule électrique. Avec ici la programmation des prochains départs. Donc si je veux programmer ma charge, il va falloir que je programme des départs ici. Donc pour programmer un départ, je configure que le matin, je veux partir à 7 h le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et j'ai besoin de ça parce que si je veux ensuite définir ici la programmation d'une charge, donc par exemple, je veux que ça charge de 2 h à 6 h du matin, uniquement sur cette partie-là. Donc là, ça veut dire que ça va charger de 2 h à 6 h, après ça va s'arrêter. Ou sinon, ça va charger de 2 h à jusqu'à ce que ce soit plein. OK. Et donc, je fais OK. Donc là, c'est activé. Et donc, dès que je vais brancher ma voiture, ça va pas charger, ça va attendre qu'il soit 2 h du matin. Mais je peux aussi programmer ici la température, donc ça fait un peu beaucoup là, mais voilà, je peux lui dire que c'est 20. Donc quand le câble est connecté à la voiture, il peut mettre le dégivrage aussi. OK, 20 degrés et le dégivrage à 7 h du matin. Voilà. Et là ici c'est le transfert vers V2L qu'on a déjà vu là. Voilà, quand je branche quelque chose sur la voiture, du coup je vais avoir la décharge de la batterie jusqu'à un certain point. Alors là c'est marqué 30, moi ça a été jusqu'à 27 hier. Je rappelle quand même. Et ici, c'est la limite de la recharge. Donc la recharge en courant continu ou en courant alternatif, c'est là qu'on peut régler si on veut ne pas aller jusqu'à 100% de la recharge. Ensuite, au niveau du courant de recharge, quand je suis du coup à la maison, et que j'ai un chargeur qui fait que du 16 ampères par exemple, mais que ça fait sauter le courant, je peux réduire la vitesse ou je peux la mettre au minimum quand je suis sur une vieille installation par exemple. Le mode hiver, c'est pour que les performances de la batterie et de la recharge soient plus efficaces quand il fait froid. Donc il suffit de cliquer ici. Et on a aussi un mode utilitaire ici qui permet d'alimenter ce qui est branché sur la voiture. Par exemple, quand on est en arrêt. Voilà. Et donc, ça va utiliser la batterie de la voiture et non la batterie 12 volts. Donc, la batterie qui permet d'avancer, plutôt que la batterie 12 volts. Ou éventuellement, utiliser la prise 220 volts qui est derrière. Donc là, on était sur cette partie ici. Et on a fait toute la partie. Bien sûr, on peut toujours là mettre une petite fenêtre auxiliaire. Donc avec le GPS, l'heure, la boussole, le calendrier quand on l'a configuré, la météo, la radio et le GPS. Voilà, il suffit de recliquer ici pour que ça revienne. Ici, on a les informations pour la navigation live, parce qu'il y a quelque chose de Bluetooth de connecté, pour le réseau pour communiquer avec UVO, ou Kia Connect maintenant, et puis TA, c'est pour que les infos passent prioritaire. Je reviens ici la maison, et si je clique ici, je suis sur la navigation du GPS. Donc la navigation du GPS ne nous permet pas de faire une navigation avec des arrêts de recharge. C'est pas du tout bien fait. Il faut passer par l'application Kia Charge. On va vous montrer ça juste après. Donc une fois que je passe ici, je suis sur le menu EV. Et donc on se retrouve exactement dans la même configuration que tout à l'heure, avec juste ici, voilà, la possibilité de faire le tour par rapport à là où on en est. Donc c'est la même chose que si je clique sur la voiture au milieu. Carte, c'est pareil, je me retrouve sur le GPS. Donc ici, on verra pas toutes les options disponibles, mais il y en a un petit paquet. Navigation, c'est pour aller rechercher un point, comme on a fait tout à l'heure. Un type de POI, les destinations récentes, les services Kia. On a des options de l'itinéraire. Si on veut prioriser l'autoroute, éviter l'autoroute, etc. On peut du coup dans options de l'itinéraire ici. Voilà, sans autoroute, sans vignette routière, sans ferry, sans route avec des horaires limités, sans route à péage, sans tunnel. Voilà, donc on peut choisir tout ça. Et puis, du coup, dans les types de POI, on peut avoir dans les choses qui sont très intéressantes. Donc, il y a deux
Il y a 2 bornes, donc ça c'est plutôt bien fait. On peut avoir, donc si on cherche restauration rapide, allez, il y en a une qui est juste à côté normalement, donc proche de la position actuelle. Alors on va le mettre par distance, voilà, 1 km. Il y en a un qui est juste à côté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et dans les stations de véhicules électriques, sur l'itinéraire, ben, ils nous en trouvent pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis un filtre, voilà. Donc là si j'enlève les filtres, hein, donc on peut choisir par exemple, on n'est que sur Ionity. Donc on coche que Ionity et tout le reste on le décoche. Si on veut de la charge lente, de la charge rapide, de la charge très rapide. Voilà. Je reviens ici et donc du coup vous voyez à 800 mètres j'ai une borne, à 16 km, à 21 km, etc. Donc ça c'est proche de là maintenant. Ça c'est proche de là, ça c'est sur l'itinéraire. Donc c'est les bornes que je vais croiser. Ça c'est proche de l'arrivée. Voilà, donc quand j'arrive, eh bien j'ai des bornes pas très loin de là où je vais arriver. Et ça c'est si jamais j'ai des bornes qui sont en favori, parce que j'ai l'habitude de y aller. Donc ça c'est plutôt bien fait, hein. Les POI là c'est vraiment sympa. Sachant que juste en bas, on a la possibilité ici de rajouter les favoris, hein. Si je vais toujours au même endroit, tac tac tac, je les rajoute et comme ça m'évite de ressaisir l'adresse. Au niveau des fonctionnalités du téléphone, donc on a ici les derniers numéros qu'on a appelés. Voilà, le dernier numéro qu'on a émis, reçu, manqué. On peut avoir son carnet d'adresse. Voilà, on peut taper son numéro directement et on peut écouter ses messages. Donc là, du coup, je suis sur le Huawei, hein, qui est connecté. Projection du téléphone. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Si je clique là, j'arrive sur la projection du téléphone. Mémo vocal. Donc on peut enregistrer dans le système du véhicule des mémos. Hein. Merci à Kia Rouen pour le prêt du véhicule. Hop. Voilà, et donc ici j'ai mon mémo qui est enregistré, qu'on peut effectivement réécouter. Ensuite on a les options de la climatisation. Voilà, donc on a sur ce véhicule la possibilité de choisir à gauche et à droite, donc conducteur et passager, des choses différentes. Mais on peut tout utiliser d'ici. Donc on peut mettre plus ou moins fort, plus ou moins fort des deux côtés. Voilà. On peut séparer, si je veux séparer ici, eh ben, il faut que je clique à droite, hein, pour séparer. Je veux resynchroniser les deux, je mets sur Sync ici. Ici c'est pour mettre que le conducteur si on veut faire un peu d'économie d'énergie. Voilà. Ici c'est du coup hop, la puissance du ventilateur, la climatisation automatique. Ici, hein, c'est les différents endroits où l'air va sortir, le chauffage, l'air climatisé si on veut changer. On peut mettre du coup le chauffage des sièges à l'arrière, arrière gauche, arrière droit. Et ici, on a des paramètres de la climatisation qui peut s'activer automatiquement lorsque le liquide de lave-glace est utilisé. Elle s'active dans le désembuage automatique, sur la ventilation intelligente, sur le désembuage automatique. Voilà. Donc là, on a 2 fois la même chose. C'est assez bizarre. Mais c'est les paramètres du chauffage. Voilà. Si je reviens en arrière, j'ai les paramètres de la radio. Donc avec la radio en DAB. Donc vous avez ici la possibilité de monter le son, de descendre le son, de changer de radio. Là, si je descends ici, hop, je change de radio. Donc au niveau de la puissance de la radio, moi j'avoue que même si ici on a des petits systèmes pour mieux gérer le son, j'avoue que j'aime bien les basses du Kia Niro. Voilà. Donc voilà, ça c'est un point de vue personnel. Donc on a des petites options ici aussi, hein, n'hésitez pas à aller voir. Et on a la possibilité de scanner toutes les radios pour avoir un peu plus d'informations. Voilà. On peut lancer un scan complet. Donc il y a les radios numériques, hein, qui commencent à arriver. Et là, la qualité sonore est bien au-delà de la radio classique. Voilà. Je reviens en arrière.
Et donc j'ai les médias, donc ça on a déjà vu tout à l'heure. Hein. Donc ici vous avez le mode voiturier, donc je reviens juste en arrière. Ici vous avez le mode voiturier hein, qui permet, si vous prêtez la voiture à quelqu'un, de n'avoir que quelques informations. Hein. Donc le moteur coupé, le temps que le moteur a été coupé, la distance conduite, le temps de conduite et la vitesse maximale. Alors, ce qui peut éviter d'accéder aux informations qui sont à l'intérieur de votre voiture, vos contacts, vos messages, etc. Et donc il suffit de rentrer son code pour que ça fonctionne. Ici, mode silencieux, ça va diminuer, hop, si je l'active ici, la puissance sonore. C'est-à-dire vous arrivez à la borne d'autoroute, bing, mode silencieux, qu'on peut ajouter en favori ici, rapidement, pour passer à un niveau sonore moins élevé. Et en même temps, ça coupe le son pour les passagers arrière. Donc très pratique pour les longs voyages. Et puis ici, on a les paramètres de tout le système de la voiture. Juste avant d'entrer dans les paramètres, ici on a Kia Connect, donc qui va permettre de configurer les choses, donc le calendrier, la météo, voilà, en fonction du lieu où on est. On va avoir quelques petites options ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et le diagnostic du véhicule, pour savoir si tout va bien. Et les paramètres de Kia Connect. Voilà. Que j'ai relié à ma voiture. Kia Live, c'est pour accéder aux infos trafic, aux stations de charge en ligne et au stationnement en ligne. Donc si je clique ici, voilà, il me trouve les stations de charge qui sont, alors regardez, si j'y vais, si je prends ici le syndicat, voilà, si je vais dans information, eh bien je sais qu'elles sont disponibles, 2 disponibles, 0 en cours d'utilisation, 0 hors service et 0 inconnu. Voilà, et j'ai le type de chargeur de ce point là. Si je veux l'ajouter en favori, hop, je clique ici. Hein, donc là, c'est un chargeur AC. Donc il ne nous met pas la vitesse. Il nous met que c'est du type 2, mais il ne nous met pas la vitesse. Généralement, c'est du 22 kW et donc on pourra nous recharger qu'en 11. Alors quand on va dans les paramètres, on a les paramètres du véhicule. Donc ici, on a vraiment plein de choses. Alors, on a une espèce de... Mais du coup, j'ai décidé de ne pas tout vous montrer, hein, puisque sinon la vidéo allait dépasser les 2 heures. Et je me suis dit que ça allait être un peu long. Du coup, j'ai tout filmé, j'ai tout vérifié. Et je vous fais ça dans une autre vidéo, hein, puisque ça dure environ 30-35 minutes. Alors pour faire un petit teasing, du coup, hein, je vous ai quand même tout mis en version accélérée. Je vais vous mettre de la super musique en attendant. Mais comme ça, vous allez pouvoir quand même voir à quoi ça peut correspondre. Et il y a vraiment plein d'options. C'est plus qu'un ordinateur là, c'est carrément un truc de malade. On va tester maintenant, alors c'est un petit peu caché, c'est la prise, voilà, qui est sous le siège, d'accord. Donc pour ça il va falloir utiliser la clé. Quand j'ai ma clé qui est fermée ici,
hein, eh bien j'ai un petit endroit là où je peux appuyer avec mon ongle. Et hop, voilà. Je peux retirer pour avoir cette clé là, qui permettra aussi éventuellement, hop, pour vous dépanner, d'ouvrir ici, hop, la voiture, si jamais, alors avec une main c'est pas facile, voilà, si jamais j'ai besoin d'ouvrir la voiture, je peux entrer ma clé ici, voilà, et tourner pour ouvrir ou fermer, si jamais j'ai un problème de batterie par exemple. Hop, j'utilise la clé. Tac, et du coup, hop, je peux ouvrir ma petite prise. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher une petite lampe pour voir à quel moment, hop, tout ça, ça s'allume. Donc là, hop, la voiture elle est éteinte. Je branche une petite lampe. Voilà, je branche une petite lampe, mais la petite lampe ne fonctionne pas puisque la voiture est éteinte. Là, la petite prise se met en rouge. Maintenant, on peut allumer. Voilà. Alors, si on imagine brancher une petite glacière, hein, donc là, la voiture elle est allumée. Hein. Si on imagine brancher une petite glacière et que j'éteins, eh bien, hop, vous avez vu, la prise s'éteint. Donc, cette petite prise est à utiliser que quand on roule. Hein, et dès qu'on éteint la voiture, eh bien, celle-ci s'éteint. Alors malheureusement non, la boîte à gants n'est pas réfrigérée, mais elle est plutôt grande. Alors on se fait le petit test qui a été demandé, c'est-à-dire de brancher un petit hub USB. Alors là je fais un petit truc un peu compliqué, hein. Une clé USB plus Android, plus Apple CarPlay. Que je vais brancher du coup ici. Voilà. On va voir s'il nous reconnaît quelque chose. Alors ça s'allume déjà. Il y a un petit bouton qui dit que c'est alimenté. Mais a priori, il ne connaît rien du tout. Ah si, lecture du périphérique USB en cours. Alors il m'a bien reconnu l'USB, mais pas le téléphone. Voilà, il reconnaît comme un port USB classique. Donc mon téléphone recharge, mais il n'y a pas de l'Apple CarPlay. On va essayer avec Android Auto. Donc là, si je branche sur le hub l'Android Auto, il ne reconnaît pas non plus. Alors un petit point discuté, hein, c'est la visibilité dans la fenêtre arrière, hein, qui est effectivement pas très grande, mais qui ne m'a pas gêné durant les 3 jours. Voilà, c'est pas très grand, mais ça suffit largement pour voir correctement. Ce qui m'a plus gêné, hein, je ne sais pas si vous voyez, là c'est la petite bosse, hein, sur l'aile arrière, qui perturbe beaucoup, notamment lorsque l'on va se garer. Voilà, c'est un petit peu perturbant. Alors on va répondre aux dernières questions, hein, auxquelles on n'a pas pu répondre. Alors, est-ce que la planification d'un long trajet avec les bornes de recharge est possible? Eh bien non, hein. Donc il nous préconise d'aller sur l'application Kia Charge, mais franchement, c'est pas encore ça non plus. La mise à jour over the air, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre de petites clés USB. Pour l'instant, c'est pas fonctionnel, mais je pense qu'il y a une mise à jour qui devrait arriver là, qui aurait dû arriver il y a 2 jours, que moi j'ai pas réussi à voir. Il semblerait, selon des sources non sûres, que la mise à jour over the air va être fonctionnelle. Alors, l'effet d'essayer de tracter une remorque ou une caravane, le véhicule n'était pas équipé d'un crochet de remorque, hein, donc on n'a pas pu le faire. Peut-on lire des vidéos du téléphone sur l'écran? A priori non. Ni d'Android Auto, ni d'Apple CarPlay. Peut-on modifier l'affichage de la vitesse trop petit car à gauche? Eh bien non plus. Alors si on a l'affichage tête haute, ça dépend du modèle qu'on a. Hein. Je pense que c'est parce qu'on n'avait pas l'affichage tête haute que vous avez posé la question. Mais c'est vrai que quand on a l'affichage tête haute, ça suffit largement. Voilà.
Et est-ce qu'il y a un replacement dans la file lorsque l'on double? Eh bien, on n'a pas pu essayer cette fonctionnalité-là, on est désolé. Voilà, c'est fini pour nous. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Posez vos questions dans les commentaires de la vidéo. C'est quelque chose de collaboratif, hein. Donc si vous avez des compléments d'informations à faire, surtout n'hésitez pas à le faire, puisque c'est quelque chose de collectif. Alors ça y est, c'est le moment où je vais vous dévoiler comment vous allez pouvoir faire pour gagner 3 ans de révision Kia sur la gamme 100% électrique. Et donc pour ça, vous allez devoir dévoiler ce code secret qui est J'adore Test Matos au moment de la signature de votre contrat. Donc les 5 premiers, J'adore Test Matos, et vous pourrez bénéficier de cette offre 3 ans de révision gratuite, donc la révision Kia sur la gamme 100% électrique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.